personnes à distance. Mon nom est Vincent Gautret, je suis titulaire de la chaire Wilson qui commerce électronique, qui chaque année fait des cycles de conférences sur des sujets en lien avec la thématique de la chaire, en tout cas pour les 5 années qui sont la normativité numérique. Et j'ai le plaisir dans cette première conférence de ce cycle sur les mots de la norme, les mots MAUX, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Éric Peuzet, qui est professeur de sciences de gestion à l'Université de Paris-Nanterre, et qui va nous parler de la notion d'anomie, une notion que je ne connaissais que très peu avant d'avoir une très belle discussion par Zoom il y a quelques mois, où m'est apparu complètement nécessaire de l'avoir dans ce cycle de conférences et aussi dans le cadre d'un projet de dictionnaire de la norme qui va s'étaler sur toute l'année 2024, où je suis rendu à une 50aine d'occurrences avec des collègues beaucoup de France, beaucoup du Canada sur des termes distincts, donc autour de cette normativité, pas que du d'ailleurs. Je vais vous revenir sur Éric dans quelques instants, sur la notion d'anomie un petit peu, mais juste dire que cette notion de mot de la norme, cette cycle de conférence sur les mots MAUX, fait suite à une autre conférence qui a eu lieu l'an dernier sur les mots MOTS de la norme, où nous avons parlé de corrélation, de Lex Electronica, de régulation et certification et autres termes dont j'ai oublié, mais que vous verrez dans le dictionnaire encore une fois, notamment. Et cette année, alors je n'ai pas toutes les dates, mais nous allons avoir sur les mots MAUX, donc après l'anomie aujourd'hui, vous allez avoir la professeure Castérenard qui va nous parler de la notion d'agilité de la norme, qui est une notion qu'on voit de plus en plus, notamment dans certaines lois. De mémoire, c'est le 8 février. Stéphane Bernatchez, l'Université de Sherbrooke, alors Castérenard qui est à Ottawa. Sur la juridicité de la norme, ce sera Stéphane Bernatchez, ancien du CRDP, qui est professeur à Sherbrooke, qui travaille beaucoup en théorie du droit, et je pensais faire la fin février. Les 10 à nous, mon fidèle coordonnateur, alors fidèle peut-être plus pour très longtemps, parce que sa thèse est déposée, donc je vais le faire un pilier de la chaire, mais qui va nous parler de l'énormité de la norme, des normes qui sont de plus en plus énormes, un nombre de mots que l'on constate dans le domaine du numérique comme ailleurs. Nous avons aussi le professeur Valère Dior de l'Université de Brest qui nous parlait de la légitimité de la norme, parfois ses carences sur ce point-là. Et enfin, Joël Toledano, une économiste, le 1er mai prochain, va parler de la privatisation de la norme, la normativité associée au GAFA. Alors voilà où se situe votre présentation, Éric, dans le cadre de ce dictionnaire. Et donc, revenons sur l'anomie. Vous voyez, donc, anomie avec un titre un peu plus élevé que celui que vous avez présenté. Donc, à savoir les arts de gouverner, la strate contemporaine de l'archéologie de l'anomie. Concept, nous allons voir, et je reprends vos propos sans les développer bien sûr, de concept de philosophie morale mobilisé en sociologie, en psychologie, apparemment aussi en management, donc votre domaine d'expertise. Et donc, vous instrumentalisez cette notion et peut-être ce défaut aussi qu'elle constitue, et aussi, d'après votre résumé, vous interrogez sur les conséquences possibles, même dans le domaine du monde. Alors, je ne lirai pas la courte bio que vous m'avez envoyée, Éric, peut-être pour en savoir un petit peu plus. Donc, comme je l'ai mentionné, professeur Peuzet est professeur de sciences de gestion à l'Université de Paris-Nanterre et a été directeur du groupe de recherche CEROS et président de l'association d'histoire du management et de l'organisation. C'est important, je pense que ça correspond bien à une approche et à pas mal de recherches. Il est aussi co-directeur avec la professeure Catherine Prébici de la chaire partenariale gouverner l'organisation numérique. C'est comme ça qu'on s'est suite à l'invitation de Catherine à Nanterre. On avait eu le plaisir de se voir en juin 2022. J'ai une mémoire des dates, le 2 juin 2022. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et donc développe ses travaux en théorie des organisations, notamment sur la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un des mots que notre autrice, professeure
l'Université d'Orléans va développer cette notion-là qui n'est pas sans lien, encore une fois, avec la notion de norme. Et très vitement, là, ces recherches sont développées dans une perspective critique du management. Il y a aussi une approche que nous voulons bien avoir au CRDP. Alors voilà, je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, d'aller voir la bio des présentation que vous avez à peu près 30-40 minutes, et ce qui nous laissera amplement le temps de poser toutes les questions en ligne et en présence, donc suite à votre présentation. Merci encore Eric de vous être déplacé pour venir nous voir. Bonsoir toutes et à tous, bonsoir à ceux que je vois et à ceux que je ne vois pas. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et vous remercie de cette invitation, en particulier Vincent Gautret qui en a eu l'initiative. Alors la question des normes est une question essentielle pour moi parce que je développe mes recherches dans une perspective foucaldienne et comme vous le savez probablement, c'est un thème important pour Foucault, la question des normes. Et j'ai commencé à travailler avec des juristes sur le thème de l'internormativité entre droit et management, donc l'influence réciproque qu'exerce l'une sur l'autre, la norme juridique et la norme managériale. Il y a dans les pratiques de management une activité normative très intense. Pour ma part, je me suis d'abord intéressé au droit du travail, où la négociation collective est très importante. Et ensuite, et encore aujourd'hui, à la responsabilité sociétale des entreprises, et l'activité de normalisation internationale est très forte. Alors, notre rencontre d'aujourd'hui a ce site particulier qu'elle porte sur un concept qui désigne l'absence de normes. Anomie vient du grec anomia et renvoie à anomos, qui veut dire sans loi. L'anomie est un concept qui renvoie à l'absence de normes et donc, sans surprise, c'est un concept qui n'est pas vraiment repris par les juristes traditionnellement. C'est un concept de philosophie morale qui est repris par la sociologie et il me semble pourtant que le contexte actuel invite à y réfléchir juridiquement. Alors, Vincent, si tu peux... Je suis ton, la deuxième page. Je suis ton doigt. Nul avec... Attendez. Voilà. Ouais, voilà, la deuxième page. Voilà, donc vous pouvez voir le plan de la présentation que je vais faire. Donc, on va rester sur cette page. Je voulais vous indiquer la bibliographie. Finalement, j'ai renoncé à surcharger mon intervention avec des références bibliographiques. En revanche, Vincent pourra vous communiquer la bibliographie puisqu'elle est dans les pages suivantes. C'est un petit peu comme au cinéma. Vous avez le déroulé et puis vous avez le générique de fin. Alors, il y a des gens qui restent pour le générique et il y a des gens qui partent. Donc, vous pourrez choisir votre style. Donc, Vincent pourra vous communiquer ça. Alors, comme vous le savez, Vincent en a dit un mot, je développe le travail dont je vais parler aujourd'hui avec Catherine Prédici, qui est juriste et qui est spécialisée en droit du numérique. Et si, avec Catherine, nous nous sommes intéressés à l'anomie, c'est parce que la numérisation de la société, nous semble-t-il, renvoie très fortement à la question de l'absence de normes et même à la question de l'évanescence de normes existantes, et que le concept d'anomie pourrait de ce fait être un concept intéressant pour penser le rapport de la technologie numérique à la société, pour en analyser les enjeux normatifs et en particulier les enjeux juridiques. Alors, l'anomie est un concept de philosophie morale qui désigne l'absence de normes guidant la conduite. L'anomie désigne un contexte où la normativité des normes qui structurent la vie collective, que ce soit les normes juridiques, les normes religieuses, les normes éthiques, ou encore plus largement les normes culturelles. Donc, ces normes sur lesquelles les individus règlent leur conduite ont une normativité si affaiblie dans un contexte anomique que la structure sociale se désagrège et que l'individu en vient parfois à se perdre à lui-même, parfois jusqu'au suicide. L'adjectif anonymique caractérise un état de la société ou un comportement individuel de groupe. Donc, trois aspects de cet adjectif. Un comportement anomique est un comportement qui ne se réfère à aucune norme, soit parce que la norme est absente, soit parce qu'elle est rejetée,
ou négligée. Et suivant les auteurs, l'anomie est considérée au niveau sociétal, ou au niveau du groupe, ou au niveau individuel. Marc Aurou, qui est l'un des sociologues ayant travaillé sur l'anomie, je mentionne d'autres auteurs que vous pourrez voir dans le document que Vincent pourra vous communiquer, mais je me réfère ici à Marc Aurou, indique que le concept d'anomie est présent dans la philosophie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est aussi présent dans la traduction grecque de la Bible, où il désigne l'injustice, le péché, l'impiété, le non-respect de la loi divine, entre autres. Il est présent dans l'Angleterre du XVIIe siècle, où le concept d'anomie est au cœur de débats entre anglicans, catholiques et puritains sur la nature du péché. Et le concept d'anomie, c'est plus connu, a été repris par la sociologie à partir du XIXe siècle, avec les travaux de Durkheim en France. Et puis, il a été développé au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, aux États-Unis par Merton. Chacun de ces deux auteurs a inspiré et continue d'inspirer de nombreux travaux en sciences sociales. Dans un premier temps, je voudrais proposer une perspective pour aborder le concept d'anomie, pour ensuite montrer dans un second temps les différences d'approche entre Durkheim et Merton. Alors, en ce qui concerne la perspective, donc la première partie de mon propos, je voudrais souligner deux aspects. Le premier porte sur le concept d'anomie lui-même et sur la façon dont il peut être problématisé. Et le second sur la méthodologie que je propose. En introduction, j'ai souligné que l'anomie est un concept dont l'histoire remonte à la Grèce antique. Un point commun à tous les moments historiques du débat philosophique, que le débat soit philosophique, juridique ou sociologique, le point commun est que on trouve comme point de départ l'importance pour la société de parvenir à aligner, de mettre en cohérence des valeurs morales, un codage normatif et la normalisation des comportements. Les valeurs morales sont données suivant les débats par la philosophie, par la religion et par la culture. Alors, sur le premier point, qui est celui de la problématisation de l'anomie, je dirais que l'anomie est créée quand il y a un désalignement entre une morale, une éthique, une codification normative et une normalisation. La codification normative, c'est la lecture des rapports sociaux en fonction de repères normatifs qui peuvent être donnés par la philosophie, par la religion ou par la culture au sens large, comme je l'ai indiqué. Et la normalisation des comportements, elle est produite par des techniques par lesquelles les individus sont conduits à respecter ces normes. Et l'alignement, c'est le fait qu'il existe un lien entre valeurs éthiques et morales, le codage normatif et les comportements. Le droit est évidemment une technique essentielle de l'alignement, parce que dans une société, c'est la technique juridique et la technique de codage normatif. Elle est aussi la technique de contrôle des moyens de normalisation. Et le droit atteint les citoyens en opérant un partage entre ce qui est permis et ce qui est défendu. Alors, les différentes approches historiques de l'anomie considèrent cet alignement de manière différente. Je prendrai comme exemple les deux auteurs dont il sera question plus précisément au cours de cette présentation, Durkheim et Merton. La référence religieuse sous-tend le positivisme de Durkheim, mais pour Durkheim, la règle structurante de la vie individuelle et de la vie collective, c'est la règle morale de solidarité. Pour lui, il faut donner une éducation morale aux individus pour les amener à intérioriser les normes. C'est ce qui permet la normalisation. Pour Merton, au XXe siècle, et pour les néolibéraux aujourd'hui, la morale de référence, c'est l'utilitarisme. C'est l'intérêt individuel. Un ou plusieurs maillons de la chaîne morale, codage normatif et normalisation peuvent casser, provoquant un désalignement. Et surmonter l'anomie, la supprimer, c'est rétablir l'alignement en intervenant sur l'une ou plusieurs de ces dimensions de l'alignement, soit en moralisant, soit en codant normativement les domaines moraux identifiés, soit en normalisant les conduites pour ajuster les comportements. La référence morale est importante à considérer parce qu'elle explique à quel niveau se place la question de l'anomie. Est-ce que l'on considère plutôt l'individu ou plutôt l'institution? Durkheim s'intéresse plus à l'institution et à la société,
L'anomie est sociétale, elle survient quand la solidarité s'effrite et elle a des effets individuels comme le suicide. Merton se place du point de vue individuel. L'anomie est individuelle, elle apparaît quand l'individu n'est plus en mesure de poursuivre ses objectifs personnels. Mais cette anomie individuelle a des effets sociétaux provoqués par la déviance et la criminalité. Donc même s'il y a une dominante, il y a toujours cette dimension à la fois individuelle et collective. La référence à un alignement moral, codage normatif et normalisation fait de l'anomie un concept très proche des questions de gouvernement des conduites, puisque cet alignement rend l'individu gouvernable. Il lui confère une rationalité, une prévisibilité de comportement, et l'anomie entretient à ce titre un rapport avec les arts de gouvernement. Donc voilà pour la problématisation donc, que je propose de faire autour de cet alignement. Et le second aspect que je voudrais souligner, un aspect de méthode à propos du concept d'anomie. Donc cette considération de méthode, elle part du constat que le concept d'anomie a été mobilisé de façon différente au cours de l'histoire, donc depuis la Grèce antique. Dans la culture grecque, le concept a été développé au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'Angleterre du XVIIe siècle, comme je l'ai dit, la France du XIXe, les États-Unis du XXe siècle. Ces 4 séquences ont un point commun, qui est d'être caractérisées par des crises. Une crise politique pour la Grèce du 5e siècle, une crise religieuse pour l'Angleterre du XVIIe siècle, une crise économique et sociale pour la France du XIXe siècle, et une crise de l'intégration sociale pour les États-Unis du XXe siècle. Alors, tout à l'heure, je disais que l'anomie renvoyait soit au rapport de l'individu à la norme, soit au rapport de la société à la norme, et à chacune de ces périodes, les débats ont abordé les deux aspects en insistant davantage sur l'un d'eux. La Grèce pose plutôt la question de la norme collective. L'Angleterre de la Renaissance débat sur le rapport entre l'individu et l'institution ecclésiale. L'approche durkheimienne porte sur la société, alors que l'approche américaine s'intéresse davantage au comportement individuel. Donc le discours sur l'anomie ne s'est pas développé dans la même perspective suivant les époques, ce qui invite à en faire une archéologie plutôt qu'une généalogie. La généalogie, ça consisterait à tenter de retrouver comment s'est construit le concept tel que nous l'entendons aujourd'hui. En employant le concept d'archéologie, je me réfère aux travaux de Michel Foucault, qui examine l'histoire de la connaissance comme la succession de strates discursives qui ont leur originalité propre et qui sont définies par un contexte historique, institutionnel, sociétal propre. Et ces strates ne dépendent pas les unes des autres. Et c'est l'approche que j'ai adoptée dans cette présentation pour rendre compte des différents contextes dans lesquels a été mobilisé le concept d'anomie et des ruptures qui forment des strates discursives sur l'anomie. La référence à l'archéologie est intéressante pour une autre raison. C'est parce qu'elle nous amène à nous poser des questions qui intéressent la période contemporaine. Par exemple, dans quelle strate discursive sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait aujourd'hui une strate discursive particulière? Pourquoi serait-il important d'évoquer cela dans une perspective juridique, alors que le concept d'anomie est un concept de philosophie morale? Alors, pour proposer des réponses à ces questions, j'en viens maintenant à la deuxième partie de cette présentation. Et je vais présenter de façon plus précise les différentes approches du concept d'anomie. Et je vais me concentrer sur la deuxième partie de l'archéologie que je viens de présenter, donc le 19e siècle et le 20e siècle. J'ajouterai la période contemporaine pour répondre aux questions que j'ai posées. Alors, les deux premières strates, fin du 19e siècle et milieu du 20e siècle, sont chacune identifiables par l'influence exercée par un auteur, donc le français Émile Durkheim pour le 19e siècle et l'américain Robert Merton pour le 20e siècle. La troisième strate à laquelle je n'attribue pas d'auteur particulier est celle du 21e siècle. Elle est caractérisée par un regain d'intérêt pour le concept d'anomie, pour rendre compte du jeu normatif
qui accompagnent le développement du néolibéralisme. Mon intervention, donc à partir de maintenant, se poursuivra en 3 temps. La première, dans un premier temps, je me réfère à Durkheim dans une partie intitulée Anomie et société industrielle. Dans un deuxième temps, je me réfère à Merton dans une partie intitulée Anomie et intégration sociale. Et enfin, je développerai une partie intitulée Anomie et art de gouverner néolibéral. Alors, le lien entre anomie et société industrielle est fait par Durkheim. Et le concept d'anomie est principalement connu en sciences sociales, et je pense que c'est aussi le cas en droit, par référence aux travaux de Durkheim sur la division du travail social et sur le suicide. Durkheim adopte une approche de l'anomie qui vise à rendre compte du lien entre structure sociale et comportement individuel. Il a une approche collective, sociétale. La cohérence de la société est produite par la solidarité, et pour Durkheim, l'anomie apparaît quand les liens normatifs qui relient les individus et qui font de la société un tout cohérent sont détruits. Comme indiqué plus haut, la philosophie morale est la pierre d'angle de la réflexion sur l'anomie, et pour Durkheim, je cite Durkheim, et morale, peut-on dire, tout ce qui est source de solidarité, tout ce qui force l'homme à compter avec autrui, à régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme. Et la moralité est d'autant plus solide que ces liens sont plus nombreux et forts. Fin de citation. Les normes sont indispensables donc pour Durkheim, pour le maintien de la société, parce que sans les normes sociales, l'individu est lui-même incapable de comportements moraux. L'individu est le jeu de ses passions, et la solidarité suppose la conscience d'appartenir à un collectif. Or, la division industrielle du travail a fait disparaître cette conscience. Au travail, cette conscience est donnée par la perception de l'interdépendance des fonctions, et là je cite Durkheim, le jeu de chaque fonction spéciale exige que l'individu ne s'y enferme pas étroitement, mais se tienne en rapport constant avec les fonctions voisines, prenne conscience de leurs besoins, des changements qui y surviennent. Fin de citation. Pour Durkheim, la société industrielle provoque le désalignement entre morale, codage normatif et comportement individuel en affaiblissant la solidarité. La crise anomique que connaît le XIXe siècle est due au développement de la société industrielle qui a créé une division du travail, qui a détruit les normes de solidarité, à partir desquelles les individus réglaient leur comportement. En supprimant la complémentarité des fonctions, la division du travail, issue de la révolution industrielle, supprime les liens entre les individus. Comme l'humain est tenté de régler ses mouvements sur ses impulsions, si les normes sociales ne le conduisent pas à régler son comportement, alors le libre jeu de ses impulsions lui sera fatal. Dans le suicide, Durkheim montre un contexte de prospérité économique où l'individu peut potentiellement satisfaire un grand nombre de désirs, peut le conduire au suicide face à l'impossibilité d'arbitrer entre les différentes opportunités. C'est ce que Durkheim appelle un suicide anomique. Le suicide anomique est provoqué par le fait que la société ne parvient pas à régler les passions individuelles et à borner les désirs des individus, et que les individus ne perçoivent pas de raison d'être. Le suicide anomique est provoqué par l'incapacité des normes morales à assurer le contrôle social, et dans la division du travail, il s'agit de l'inadaptation ou de l'absence de procédures d'interaction entre les individus. On retient en général, et à juste titre, que pour Durkheim, les normes sociales s'imposent aux individus pour structurer leur comportement. C'est-à-dire que la vision durkheimienne de la société est vue comme une vision très oppressante de la norme. Mais je voudrais tout de même souligner que cela ne signifie pas que les individus ne peuvent pas avoir de stratégie personnelle, même dans un contexte normatif très structurant, très contraignant. Les facteurs de perturbation d'un ordre normatif sont nombreux et la société n'est pas figée. Les comportements stratégiques individuels ou de groupe sont importants et bénéfiques pour le bon fonctionnement de la société. Selon Durkheim, pour que le droit et la morale puissent évoluer, il faut que la conscience morale des individus évolue. Et pour cela, et là je cite Durkheim, il faut que l'originalité puisse se faire jour. Or, pour que celle de l'idéaliste qui rêve de dépasser son siècle puisse se manifester, il faut que celle du criminel, qui est au-dessous de son temps, soit possible. L'une ne va pas sans l'autre. Durkheim atténue le
dans le suicide, d'où est extraite cette citation. Durkheim atténue les propos tenus dans De la division du travail social, où on a cette image d'une norme très corsetante de la société, en reconnaissant au crime une utilité sociale. Et il définit le crime, je cite Durkheim, comme un acte qui offense certains sentiments collectifs, doués d'une énergie et d'une netteté particulière. Je fais une note de bas de page sur cette citation sur le crime. Je trouve que dans une société néolibérale qui réfléchit beaucoup à la pénalisation, cette définition est extrêmement intéressante. On pourra peut-être y revenir si on a le temps. Alors, en reconnaissant l'importance bénéfique de comportements anomiques, donc ce que fait Durkheim, l'approche de Durkheim comporte en creux la reconnaissance de l'existence de stratégies individuelles pouvant potentiellement s'affranchir de règles communes. Donc, vous voyez, les individus, dans cette perspective-là, celle de Durkheim, ne sont pas tous prisonniers des normes. Le contexte anomique généré par la prospérité économique est un contexte où des opportunités nombreuses existent, mais pour Durkheim, les sollicitations sont si nombreuses, variées et incessantes qu'aucune stratégie ne les rend atteignables. L'individu ne parvient pas à obtenir ce qu'il en prévoit, à élaborer les stratégies qui conviendraient, parce que la nature humaine, je cite Durkheim, ne peut assigner aux besoins cette limite variable qui leur serait nécessaire. Fin de citation. Et l'individu sursollicité ne parvient pas à s'arrêter sur une fin particulière. Ça, c'est néfaste à la société, cette sursollicitation. En revanche, une autre référence, une autre perspective de l'anomie chez Durkheim, le comportement anomique de certains individus qui s'affranchissent des règles communes peut être bénéfique à la société. Alors, les travaux de Durkheim soulignent l'impact du développement économique et de l'organisation du travail sur la société. Plus largement, tout contexte de transformation de la société est générateur d'anomie. Donc, je cite Durkheim, « Quand la société est troublée, que ce soit par une crise douloureuse ou par d'heureuses mais trop soudaines transformations, elle est provisoirement incapable de contenir les passions individuelles. » Fin de citation. Donc, l'organisation de l'économie n'est pas le seul facteur d'anomie. Un auteur dont vous aurez la référence précise dans le générique, Cloward, observe que le changement technologique est un facteur de perturbation de l'ordre social parce qu'il suscite la transformation de l'organisation des modes de production, de distribution et de l'organisation du travail et qu'il affaiblit les fonctions régulatives de l'ordre social. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Durkheim. J'en viens maintenant à la deuxième strate de cette archéologie de l'anomie, avec l'approche américaine de Merton, et j'ai intitulé cette strate « Anomie et intégration sociale ». Alors, Merton a une approche différente de celle de Durkheim. Il met l'anomie en rapport avec le contexte culturel propre à une société. Donc, pour lui, une société est caractérisée d'une part par les finalités qu'elle valorise et d'autre part par les moyens institutionnels qu'elle met à la disposition de ses membres. Donc, une société propose des buts à ses membres et met à leur disposition des moyens institutionnels pour les atteindre. Pour un individu, le choix des moyens est donné par les institutions et il arrive que les normes institutionnelles et sociales ne soient pas adaptées à la fin proposée, soit parce que ces normes sont trop vagues, soit parce que les individus ne peuvent pas mobiliser les moyens que la société leur offre. Et pour Merton, donc, il y a, comme je vous l'ai dit, une approche individuelle de l'anomie. L'anomie naît de la conscience qu'a l'individu de l'inadéquation des normes sociales. Par rapport à l'alignement dont je parlais tout à l'heure, chez Merton, c'est le codage normatif avec lequel les valeurs devraient être instrumentées qui est défaillant. Alors, plus haut, j'ai parlé d'alignement. Là, les normes proposées pour atteindre un but social désirable ne permettent pas de l'atteindre. Et Merton se réfère particulièrement à la société américaine, qui est supposée offrir des possibilités d'ascension sociale à des agents libres. Mais dans le contexte américain, pour Merton, l'ascension sociale est bien valorisée, mais les normes sociales, les institutions ne permettent pas cette ascension pour tous. Donc, pour Merton, l'écart entre normes sociales et la capacité des individus et des groupes à agir avec ces normes crée un contexte anomique. Alors, dans les travaux inspirés par l'approche de Merton,
les stratégies de comportement sont essentiellement étudiées suivant une approche psychologique. Donc, comme on est au niveau individuel, les stratégies individuelles sont particulièrement importantes dans cette approche-là. Et l'approche psychologique est tout à fait cohérente avec le niveau individuel choisi par eux-mêmes. Alors, on observe, on a vu le développement d'échelles psychométriques de mesure des comportements anomiques et beaucoup de recherches, un grand nombre de recherches ont utilisé ces échelles. Donc, l'échelle de mesure la plus connue, et c'est celle que Merton avait lui-même reconnue comme étant cohérente avec ses travaux, fidèle à l'esprit des travaux, et l'échelle de Sroll. Peut-être que tu pourrais passer... Voilà, juste la page où il y a l'échelle de Sroll. C'est une échelle qui comporte 5 items. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette technique en psychologie, donc on propose à des affirmations à des répondants et sur une échelle, ils répondent pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord. Donc, il y a une mesure qui peut se faire. Alors, selon donc il y a 5 items, une échelle en 5 dimensions, et selon le premier item, donc l'individu perçoit l'autorité comme indifférente à ses besoins. Dans le deuxième item, c'est le monde social qui est considéré comme imprévisible et désordonné. Dans le troisième item, c'est la mesure du rejet de la croyance en la possibilité de progrès. Le quatrième item porte sur l'absence de normes et de valeurs sociales, ce qui conduit à la perte de sens. Et le cinquième, c'est le sentiment d'absence de relations interpersonnelles. Voilà, donc là, vous pouvez lire les affirmations qui sont proposées aux répondants. Alors, une société est caractérisée par des finalités qu'elle valorise et par des moyens qu'elle met à la disposition de ses membres. Et Merton propose une distinction entre les sociétés qui privilégient les buts culturels et celles qui privilégient les moyens pour atteindre ces buts. Alors, dans les deux cas, les sociétés sont déséquilibrées. La première suscite la déviance, puisque la fin prime sur les moyens. Et la seconde, celle qui privilégie les moyens, suscite le ritualisme, parce que le respect non réfléchi des normes prime sur la fin. Donc, dans ces contextes, pour les individus et les groupes, il existe 4 stratégies de comportement possibles: le conformisme, l'innovation, le retrait ou la rébellion. Alors, dans une société faite de règles ne guidant pas suffisamment l'intégration des individus, le danger est celui de l'utilisation des moyens pour une fin qui menace l'ordre social. La sociologie américaine a repris le concept de déviance pour rendre compte de la délinquance, en étudier la cause et les effets. Donc, de nombreux travaux ont mobilisé l'approche de Merton. Alors, je vais en citer quelques-uns. Je ne vais pas en citer en criminologie parce que c'est un domaine que je ne connais pas suffisamment et devant des juristes, ça serait trop risqué. Mais les criminologues ont vraiment beaucoup utilisé les travaux de Merton. Alors, dans un contexte social donné, les chances de succès social ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, c'est les Cloward, dont vous trouverez la référence, comme je vous l'ai dit, en annexe, à traiter cette question-là. Et certains groupes sont plus en mesure que d'autres de bénéficier de la mise en œuvre de normes. Donc, il y a une inégalité entre les groupes dans une société face aux normes. Et quand la distance entre un groupe social et la norme est trop importante, ça provoque une déviance qui vise à pallier l'insuffisance des normes. Donc ça conduit à la criminalité. Au niveau collectif, pour pallier l'absence ou l'insuffisance des normes, les groupes créent leurs propres normes et en viennent à développer un sens d'ethnocentrisme. Donc là, c'est les travaux de Schepper, on a une société qui est une société fragmentée parce que les groupes construisant des normes pour eux-mêmes en viennent à se différencier. Donc l'anomie provoque une fragmentation de la société et on pourrait parler de fragmentation anomique. Dans un contexte anomique, les situations sont inégalitaires. Tous les individus ne disposent pas des mêmes moyens stratégiques pour atteindre leur but. Si on prend maintenant le niveau d'une entreprise, dans une entreprise, les managers sont plus en mesure de tirer avantage du respect de la norme que leurs collaborateurs, parce qu'ils en maîtrisent mieux l'utilisation. Donc ça, c'est les travaux de Shen, vous trouvez aussi la référence. Dans une entreprise encore,
un comportement, un climat, un contexte anomique, donc avec des normes floues, favorise des comportements marketing non éthiques. Alors, on a les travaux de Seni et Talley, dont j'ai donné les références en annexe, mais il y a aussi les travaux de Pujol et Talley, aussi références en annexe, qui montrent que quand on a un climat éthique organisationnel, donc une pauvreté en termes de référence morale, quand on organise des règles, des jeux pour motiver les vendeurs, eh bien, la compétition que créent ces jeux a un effet négatif vis-à-vis du client parce que les vendeurs ont tendance à adopter un comportement non éthique si il n'y a pas de règles morales claires. Donc, le contexte d'anomie génère donc des dysfonctionnements du point de vue de la société. Donc, en parlant de Durkheim, j'avais souligné que le comportement anomique n'est pas systématiquement considéré comme négatif. Les individus ou les groupes anomiques, ceux qui ne respectent pas les règles, peuvent aussi faire progresser les règles et le droit. On retrouve la même idée, la même nuance dans la strate mertonienne. Donc, dans les travaux inspirés par l'approche de Merton, l'anomie est aussi considérée comme un contexte permettant une activité créatrice à travers, par exemple, le développement de l'entrepreneuriat. Il y a une théorie institutionnelle de l'anomie développée par Messner et Rosenfeld, vous trouverez les références, qui inclut notamment la déviance créative et positive. Alors, j'en viens maintenant à la dernière partie de cette présentation pour aborder, si tu peux remettre le plan, s'il te plaît, donc revenir à la deuxième page. Pour aborder la partie anomie et art de gouverner néolibéral. Alors, je voudrais suggérer que nous pourrions nous trouver aujourd'hui dans une troisième strate de l'archéologie de l'anomie, des travaux de Durkheim et de Merton, qui serait une strate néolibérale. Alors, la philosophie morale sur laquelle s'appuie le néolibéralisme est l'utilitarisme. C'est une philosophie morale qui fait de la poursuite de la satisfaction des désirs individuels une conduite de vie. Et cette conduite individuelle est soutenable du point de vue de la société parce qu'il se produit un ajustement naturel entre les intérêts individuels. Et le rôle du gouvernement est de régler les rapports économiques pour que puisse fonctionner ce mouvement naturel. Alors, j'ai employé dans le titre de cette présentation l'expression « art de gouverner ». J'y ai fait une allusion rapide tout à l'heure. L'expression renvoie aux travaux de Foucault sur la gouvernementalité. Pour lui, un art de gouverner se réfléchit, en gros, par différence avec les approches classiques de la souveraineté, où le bon gouvernement est lié au comportement du prince, enfin de ceux qui gouvernent. Et ce comportement, il est caractérisé par la sagesse, le courage, la clairvoyance, la connaissance. Dans les arts de gouverner libéraux et néolibéraux, l'approche est différente, puisque le projet de gouvernement est d'agir sur la population en manipulant le milieu dans lequel se trouve cette population. Et la manipulation du milieu est un moyen de gouverner une population en orientant son comportement. Donc l'action sur la population par la manipulation de son milieu, Foucault appelle ça la biopolitique. Je m'arrête là à propos de Foucault. Donc ce milieu a des caractéristiques naturelles, mais il a aussi des travers, il a des défauts, ce milieu, qui sont des défauts historiques. Ce sont des défauts parce qu'ils entravent le libre jeu des intérêts et ils entravent la libre concurrence. Et ces défauts sont dus aux gouvernements précédents, ceux qui étaient avant les gouvernements néolibéraux, et ils prennent la forme d'institutions et de normes. Et un réglage est nécessaire pour les néolibéraux parce que les rapports de force qui se sont créés au cours de l'histoire entravent le bon fonctionnement de la société. Donc avec le néolibéralisme, pour reprendre la problématique que je vous ai proposée, qui est celle de l'alignement, donc dans l'alignement entre morale, codage normatif et normalisation, ce qui permet à la société de prospérer, ce n'est pas le chaînon, le maillon moral, parce que on n'est pas comme dans la même perspective que Durkheim. Puisque pour les néolibéraux, la poursuite de son propre intérêt
est naturelle chez les individus. Donc la morale, elle est inscrite dans les corps, dans les esprits, et donc il n'y a rien à toucher, la nature est bien faite. C'est différent chez Durkheim, puisque chez Durkheim, les individus n'ayant pas le sens moral, il faut sans cesse les éduquer, les former pour qu'ils comprennent cette morale. Donc là, je dirais le socle moral est présent et infaillible. Donc le néolibéralisme est une doctrine qui remonte aux années 30 et qui a été mise en place de façon intensive après la Deuxième Guerre mondiale, puis accélérée à la faveur de la mondialisation. Et la question du codage normatif à partir duquel est structurée la société est centrale. Les normes ne sont pas faites pour structurer la société, elles sont faites pour permettre de laisser jouer les mouvements naturels des individus et des sociétés, de façon bénéfique pour eux. Donc là, on n'est pas dans la norme corsée comme chez Durkheim, si je veux un petit peu forcer le trait. Pour les néolibéraux, le droit est essentiel parce qu'il est l'outil du codage normatif et surtout, il est l'outil de l'adaptation de ce codage normatif, compte tenu des mouvements naturels de la société qu'on observe sur le marché. Et le droit qui est absolument primordial dans cette perspective-là, c'est un droit de la régulation, qui est très, très connu et très pratiqué par les juristes. Dans l'absence, alors, pour revenir plus directement sur la question de l'anomie, dans la perspective néolibérale, compte tenu de ce que je viens de vous dire, l'absence de normes, l'anomie est le point idéal de la société, puisqu'elle correspond à un état de la société où le jeu naturel des désirs, qui conduit à l'harmonie des comportements, fonctionne sans entrave. Donc l'anomie est un idéal, alors que jusqu'à présent, je vous ai présenté des auteurs qui la présentent comme un mal. L'anomie peut aussi être un point de départ du dynamisme économique, c'est-à-dire un démarrage d'activité sans contrainte normative, et c'est à l'expérience que le besoin du réglage normatif se fera sentir. Et comme nous sommes dans l'histoire, des institutions et des lois qui résultent des rapports de force précédents existent, empêchent cette harmonie et l'État doit intervenir. Donc à chaque fois, on est dans un système où l'État intervient massivement pour créer des normes, en fait. Mais donc des normes dans l'esprit dans lequel je vous ai dit, que je vous ai présenté. Une aparté, la numérisation de la société, c'est pour ça qu'avec Catherine, on s'est intéressé à l'anomie, illustre assez bien cela, puisque la réglementation se construit au fur et à mesure de l'expérience. C'est-à-dire que la numérisation est partie de manière relativement anomique, en fait, et on fabrique la norme en avançant. Et il s'agit donc je ferme cette parenthèse. Il s'agit donc pour le gouvernement, dans un régime néolibéral, de s'affranchir des institutions qui entravent le libre jeu des désirs individuels. Donc malheureusement, le monde n'est pas parfait et il arrive que les dérives individuelles, au regard de l'intérêt commun, soient constatées. Donc un exemple de dérive individuelle, un monopole qui s'installe et qui menace de durer est une gêne, une entrave, pas le monopole, le fait que le monopole dure. Et donc l'État doit intervenir pour le supprimer. Donc dans le gouvernement néolibéral, encore une fois, le codage normatif, donc le droit, est une technique extrêmement importante et qui doit être extrêmement, alors comme j'ai parlé avec Vincent, je vais dire extrêmement agile, extrêmement mobile. Voilà, c'est une discussion qui pourrait être reprise à d'autres moments. Alors, je vous disais en introduction que une spécificité de cette strate néolibérale, c'est qu'il y a un jeu avec l'anomie. Dans les cas précédents, il faut juste s'en protéger de l'anomie. Il ne faut pas qu'il y ait de criminels et il faut que la société reste solidaire. Là, au contraire, il y a un jeu, une utilisation de l'anomie. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut changer des institutions qui sont défaillantes, parce qu'elles sont anciennes, elles correspondent à l'ancien monde, où elles ne s'adaptent pas assez vite. Et donc, l'anomie, ça va être la suppression, l'amenuisement de la normativité en fait de ces institutions petit à petit. On va les vider de leur normativité. Il faut remplacer ces institutions pour offrir des possibilités stratégiques nouvelles aux individus et aux groupes en confiant au marché la fonction d'intégration. Donc ultimement, l'intégration est faite par le marché. Alors,
je reprends ce que j'ai dit, je reprends cette idée. Dans la perspective néolibérale, l'anomie n'est plus le mal qu'il fallait combattre. Chez Durkheim et Merton, l'anomie est aussi un horizon désirable qu'il faut atteindre, et elle est aussi un contexte favorable qu'il faut créer stratégiquement. Et j'emploie le mot que je propose au passage, c'est le concept d'anomisation. C'est-à-dire que l'anomie est quand vous êtes chez Merton et Durkheim, l'anomie, c'est un phénomène que vous observez quand vous êtes rattrapé par l'histoire, quoi. Alors que là, l'anomisation, c'est une stratégie que vous mettez en œuvre pour affaiblir la normativité d'institutions, de normes qui sont gênantes par rapport ce que je disais tout à l'heure, au libre jeu des actions individuelles et des groupes. Et donc, l'anomisation, ce que j'appelle l'anomisation, c'est l'affaiblissement de la normativité des institutions et lois en place, parfois jusqu'à les faire disparaître. Et cette anomisation fait partie de l'art de gouverner néolibéral. Alors, je voudrais peut-être vous donner quelques exemples de cet art de gouverner néolibéral, puisque, comme je vous disais que ce qui définit une strate discursive, c'est qu'il y a un débat, des discussions. Il faut qu'on trouve des travaux pour que méthodologiquement on puisse parler de strate discursive. Alors, on trouve des références à l'anomie dans des travaux de recherche donc, du XXIe siècle contemporain, qui concernent aussi bien le droit que le management et la sociologie. J'ai repris les disciplines que j'avais mentionnées au départ. Alors, dans le domaine du droit constitutionnel, je fais référence aux travaux de Flinders, qui est un politiste anglais, qui a analysé le gouvernement du New Labour dans les années 90, début des années 2000 au Royaume-Uni, et qui considère que le New Labour a eu une pratique anomique de la Constitution. Alors, principalement parce que le programme annoncé par ce parti était annoncé de manière floue et peu articulé avec des moyens constitutionnels, les moyens constitutionnels qui étaient disponibles. Et Flinders voit dans les réformes constitutionnelles qu'a faites le New Labour, parce qu'il y a une activité de réforme constitutionnelle assez active en Angleterre, ce qui est moins le cas en France, par exemple. Ce que lui observe, c'est une hésitation permanente des réformes constitutionnelles entre, d'une part, des réformes qui sont faites pour permettre un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire faire de la Constitution un outil pour ceux qui sont les vainqueurs des élections, et des réformes qui, elles, au contraire, visaient à mettre en place une forme de gouvernement où il y aurait un partage consensuel du pouvoir. Donc, un fait majoritaire versus un fait plus participatif, plus consensuel. Et donc, il y a une hésitation permanente, c'est ce que lui constate, ce qui fait que pour les citoyens, les moyens juridiques étaient peu lisibles, parfois contraires avec les fins qui étaient annoncées. Et c'est une pratique gouvernementale anomique parce qu'il y a un décalage entre les moyens constitutionnels disponibles ou créés et les fins qui étaient annoncées par le New Labour. Et dans ce cas, l'anomisation du contexte constitutionnel est une stratégie de gouvernement, c'est-à-dire ne pas affirmer trop pour pouvoir avoir les mains libres d'une certaine manière, c'est une stratégie de gouvernement. Alors évidemment, ça peut rencontrer certaines limites parce que dans un tel contexte, les citoyens ne se projettent pas dans l'institution. Et si les citoyens ne se reconnaissent pas dans l'utilisation des moyens et qu'ils considèrent que la pratique est anomique, une conséquence, c'est un désintérêt croissant pour la vie institutionnelle qui s'exprime d'abord par l'abstention électorale, qui était une préoccupation anglaise, pas seulement anglaise, mais c'était aussi présent chez eux. Et la non-participation des citoyens, c'est peut-être presque le plus grave d'une certaine manière. Elle n'empêche ni ne facilite le fonctionnement anomique des institutions. Les institutions peuvent fonctionner comme ça, mais évidemment, elle peut avoir des effets néfastes sur la démocratie. Donc socialement, parce qu'elle peut provoquer une anomie psychologique dont Durkheim a montré que ce mal-être pouvait être fatal dans certains cas, et des dangers institutionnels parce qu'elle affranchit l'élite dirigeante d'un contrôle politique. Alors, dans un autre domaine, celui de la sociologie fiscale, certains travaux montrent que la globalisation de l'économie, accompagnée
d'une minceur de la réglementation, donc une faible réglementation, offre des opportunités à certains acteurs, en particulier les grandes entreprises multinationales, qui mobilisent des techniques, par exemple les techniques des prix de transfert, pour créer des déficits dans certaines filiales. Donc là, les travaux de Leroy, il y en a beaucoup d'autres dans ce sens-là, mais moi j'ai cité Leroy. Et c'est une stratégie de déviance fiscale, d'une certaine manière. Donc on est dans une anomie mertonienne, finalement, là. Et cette déviance fiscale permet des constitutions de fortune qui est rapide. Alors, dans le domaine de l'entreprise maintenant, donc je descends d'échelle, Elton Mayo, donc, qui est un auteur des années 30, extrêmement influent, qui a été extrêmement influent et qui l'est resté, observe donc dès les années 30, vous aurez les références en annexe, que l'application rapide de connaissances scientifiques ralentit l'adaptation de la société et provoque une désorganisation sociale. Et Mayo dit explicitement on crée des contextes anomiques avec le développement économique, et il se réfère à Durkheim, donc dans les années 30. Alors, pour éviter cette anomie, le choix qui a été fait et qui, dans les années 30, mais qui s'est maintenu, qui s'est diffusé. Donc là, Mayo, c'était un Américain, mais les pratiques ont été les pratiques européennes. Avec le développement économique. Donc, pour contenir les effets négatifs de ce développement, cette anomie, le néolibéralisme s'appuie, mais comme le libéralisme, enfin, comme le libéralisme le faisait avant, s'appuie fortement sur l'intervention des élites économiques pour orienter les comportements. Et le management est l'un des domaines où le gouvernement des conduites est crucial. Donc, le néolibéralisme confie un rôle important aux élites économiques pour le gouvernement des populations, et les organisations privées déploient une intense activité normative qui fait que la vie économique se régule de l'intérieur. Alors, régulation de l'intérieur, pour dire que c'est les praticiens, les managers qui font les lois qui les concernent. Donc, une régulation de l'intérieur, par opposition, par différence avec une régulation de l'extérieur qui serait une régulation par la loi. Donc on a, avec une sorte de renversement, je dirais, par rapport à un ordre libéral. Le néolibéralisme fait un renversement par rapport à l'ordre libéral. Alors, à l'échelle individuelle, des nombreux travaux contemporains montrent que la promesse néolibérale d'accomplissement personnel, puisque je vous rappelle que si on suit l'alignement néolibéral, le jeu libre des projets personnels devrait conduire à l'accomplissement. Or, c'est sans doute le cas pour certains, mais pas pour tous. La promesse d'accomplissement n'est pas tenue pour un grand nombre de personnes, parce qu'il existe un écart entre l'expérience que font les individus dans les entreprises et la promesse qui leur est faite. Donc, on est dans une anomie mertonienne, d'une certaine manière, puisque on promet des horizons qui ne sont pas atteignables avec les moyens qu'on donne. Donc, il y a beaucoup de travaux sur l'entreprise de soi en management. Alors, pour Burgi, qui est un auteur dont vous aurez la référence en annexe, l'injonction de performance fait perdre à certains leur capacité de jugement, l'estime de soi, la confiance en soi. Et on observe un effet anomique négatif sur les individus. Donc, vous voyez ce jeu stratégique avec l'anomie qui, dans le néolibéralisme, se joue à plusieurs niveaux. Il y a le jeu du gouvernement, il y a le jeu de l'internationalisation, et puis il y a le jeu avec l'anomie dans l'entreprise, mais qui est un jeu comme on joue avec le feu, finalement, parce qu'il faut à la fois donner beaucoup de liberté aux personnes, mais comme je vous le montre, il y a des effets qui sont extrêmement négatifs. Alors, on pourrait dire que donc il y a un effet durkheimien d'une certaine manière aussi, puisque les individus qui perdent le sens de la vie professionnelle peuvent en arriver à des situations extrêmement graves, enfin même à des cas de suicide. On a des exemples en France. Je suppose que le Canada et le Québec n'ont pas fait exception, mais enfin en France, en tout cas, c'est avéré. Alors, j'ai parlé, pour conclure maintenant, finalement, j'ai parlé d'un régime anomique néolibéral propre au XXIe siècle. Est-ce que c'est pas un peu exagéré d'une certaine manière? Parce que
quand on réfléchit, aucun de nous ici et là-bas, de l'autre côté de l'ordinateur, probablement n'a le sentiment que les sociétés s'effondrent. Il y a au contraire une activité de régulation étatique qui est extrêmement forte. Il y a une présence très forte des États. Il y a une normalisation privée qui est massive, intense. Donc, on ne manque pas de normes, en fait. On n'est pas dans de l'anomie. Le droit s'articule ou coexiste, suivant le cas, avec des normes professionnelles et des normes techniques. Alors, si on ne peut pas dire qu'on se trouve dans un contexte anomique, au sens où les sociologues et psychologues que j'ai cités le disaient, en réalité, on est quand même, c'est ce que je soumets à la discussion, on est dans une société où la pression anomique est extrêmement vigoureuse, en fait. C'est-à-dire que cette action qui provoque l'affaiblissement de la normativité des normes en place est extrêmement puissante pour tout le temps garantir un libre jeu, donc au nom d'une doctrine dont j'ai parlé et qui, je crois, est bien connue. Donc cette pression anomique, elle est exercée en raison de la politique d'anomisation propre au libéralisme. Ça, c'est libéral de créer cette pression. Et elle est aussi exercée, et là j'ai été très discret là-dessus, il a fallu que je me contienne, elle est aussi exercée par la numérisation de la société, en fait. Parce qu'on ne peut pas parler, je pense, du néolibéralisme sans parler de la numérisation qui vient en même temps, puisque tout ça se cumule. La numérisation de la société dépasse souvent la capacité du cadre juridique existant à s'adapter efficacement. Elle crée un décalage entre ce qui est techniquement possible juridiquement et ce qui est juridiquement réglementé. Et c'est pour ça, je crois, que le contexte actuel invite à réfléchir juridiquement le concept d'anomie. Donc pourquoi le concept d'anomie? Parce qu'il y a cette pression à la baisse des normativités, à des transferts de normativité ou même à l'absence de normativité des normes anciennes qu'on ne remplace pas vraiment. Il y a toujours une normativité quelque part. On ne vit pas sans normativité, mais c'est une normativité qui est par exemple la normativité des entreprises du numérique, qui n'est pas forcément une normativité juridique. Alors, donc, réflexion juridique, parce qu'il y a la question de l'affaiblissement des normes, et parce que la numérisation vient à amplifier encore ce phénomène. Et en droit, on trouve par exemple, alors je vais faire un peu un inventaire à l'après-vert, mais je dirais des mots juridiques, des mots de la norme, pour reprendre l'expression donnée par Vincent tout à l'heure. On voit des vides juridiques, on voit des règles imprécises, on voit des insuffisances de règles, on voit un manque d'intelligibilité des règles, il y a des règles qui deviennent partielles, on a incomplètes, on a une obsolescence juridique, des législations qui ne fonctionnent plus, je pense à la presse par exemple. On a un développement technique qui permet des déviances en générant de nouveaux contextes, je pense à l'ubérisation, et par rapport au droit du travail qui permet de créer des déviances. Donc la dynamique d'anomisation qui, encore une fois, est une dynamique d'affaiblissement de la normativité des normes en place, fait partie de l'art de gouverner néolibéral qui vise à affaiblir les institutions qui ne conviennent plus. Mais la logique néolibérale est développée dans un contexte de numérisation des sociétés et sa dynamique d'anomisation est aussi soutenue par des rapports de force en présence et des stratégies d'anomisation de normes en vigueur qui sont des stratégies parfois menées par les entreprises privées. Et je voudrais conclure en donnant un exemple québécois, mais canadien, mais j'aurais pu en prendre un français, mais bon. Pour illustrer cela, pour illustrer ce que je rappelle rapport de force, c'est par exemple le comportement de Meta au mois d'août dernier, qui a manifesté son mécontentement face à la loi canadienne obligeant les géants du numérique à conclure des accords commerciaux équitables avec les médias pour la diffusion de leur contenu, en bloquant pendant quelques minutes un contenu partagé par Radio-Canada sur l'une de ses pages Facebook. Donc là, on est dans des rapports de force. J'ai cru comprendre que ce n'était pas encore complètement terminé, cette affaire-là. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'archéologie de l'anomie ce soir.